On pense souvent aux données comme un trésor, n'est-ce pas? Le plus grand atout d'une entreprise. Mais et si cet atout était en fait un risque, une sorte de bombe à retardement cachée dans les fondations? C'est exactement cette double facette qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, tenez-vous bien, voilà un chiffre qui fait réfléchir. Une mauvaise qualité de données, ça peut coûter entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Oui, oui, on a bien entendu, c'est juste énorme. On ne parle pas d'un petit pépin technique là, on parle d'un vrai enjeu de survie pour l'entreprise. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour transformer ce risque en véritable atout? Eh bien, on va suivre une feuille de route, en 5 étapes. D'abord, on va mettre des chiffres sur le problème. Combien ça coûte vraiment les mauvaises données? Ensuite, on verra la première étape essentielle, le profilage. Après, on parlera argent, comment justifier l'investissement. Puis, on montera d'un cran pour voir comment de bonnes données peuvent rendre une entreprise super agile. Et pour finir, on regardera comment les meilleurs s'y prennent pour passer de la simple gestion à une véritable gouvernance. Allez, on attaque tout de suite avec ce qui fait mal, le portefeuille. C'est le nerf de la guerre, non? Parce qu'avant de chercher des solutions, il faut d'abord bien comprendre l'ampleur du problème. Et on va le voir, le coût des données de mauvaise qualité, eh bien, il est souvent bien plus élevé qu'on ne l'imagine. En fait, ce coût, il se cache dans 4 grands domaines de risque. On a d'abord les revenus qui s'envolent, puis les coûts cachés qui grimpent, il y a aussi la réputation de l'entreprise qui peut en prendre un sacré coup, et enfin, le risque de ne pas être en règle avec la loi. Allez, on va regarder ça de plus près, point par point. Premier risque, et le plus évident, la perte sèche de revenus. C'est très simple, quand les données sont fausses, on fait des bêtises. On envoie le mauvais produit au mauvais client, on lance une campagne marketing qui tombe complètement à plat, ou pire, on passe à côté de super opportunités de vente. Et chaque petite erreur, eh bien, elle se répercute directement sur le chiffre d'affaires. Après, il y a tous ces coûts qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. C'est tout ce temps perdu par les équipes à corriger les erreurs à la main, tout l'argent dépensé pour réparer les pots cassés. C'est de l'énergie et des ressources qu'on brûle pour rien, alors qu'on pourrait les mettre dans des projets qui font vraiment avancer les choses. Et puis, au-delà de l'argent, il y a quelque chose de peut-être encore plus précieux, la réputation. La confiance, ça ne s'achète pas. Imaginez un instant une campagne marketing qui part avec une base de données clients complètement bancale. Les gens reçoivent des offres qui n'ont rien à voir avec eux, ça agace, ça frustre, et au final, ça détruit la confiance. Et une réputation, c'est très long à reconstruire. Et pour finir ce tour d'horizon des risques, il y a la conformité. Aujourd'hui, avec des lois comme le RGPD, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi avec les données. Ce n'est plus une option. Les amendes peuvent être astronomiques et dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à l'arrêt pur et simple de certaines activités. Le risque est bien réel. Bon, ok, le constat est assez clair et il fait un peu peur. La question maintenant, c'est par où on commence? Comment on s'attaque à ce monstre? Eh bien, la toute première étape, celle qui est absolument fondamentale, c'est ce qu'on appelle le profilage des données. L'analogie est simple, on ne construit pas une maison sans avoir d'abord étudié le terrain. C'est exactement la même chose ici. Alors le profilage, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement le processus qui consiste à examiner ces données pour vraiment comprendre ce qu'on a sous la main, la structure, le contenu, la qualité. L'idée, c'est de lever le voile pour voir ce qui se cache vraiment derrière, de trouver les pépites comme les anomalies. Et en pratique, comment ça se passe? C'est un processus en 5 étapes, assez logique. 1. On rassemble tout et on explore les différentes sources de données. 2. On analyse la structure, comment c'est organisé. 3. On plonge dans le contenu lui-même. 4. On s'intéresse aux métadonnées. Vous savez, les données sur les données, qui nous disent d'où elles viennent, quand elles ont été créées, etc. Et enfin, étape 5, on crée des rapports, des visuels clairs pour que tout le monde comprenne. Et voilà, un concept un peu abstrait se transforme en un vrai plan d'action. Ok, maintenant on sait comment faire un état des lieux. Mais la question qui vient juste après, c'est pourquoi investir? Pourquoi mettre de l'argent et des ressources là-dedans? Pour convaincre, il faut un argumentaire solide, un vrai business case qui met en balance les risques qu'on vient de voir et tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Et des bénéfices, il y en a. Il y a d'abord les bénéfices qu'on peut toucher du doigt. Plus de revenus, des coûts qu'on évite. C'est le côté tangible. Mais il y a aussi tout le côté intangible, qui est tout aussi important. Des clients plus satisfaits, moins de risques opérationnels, une meilleure performance globale. C'est vraiment la clé. On n'investit pas juste pour éviter de perdre de l'argent, on investit pour en gagner et pour devenir meilleur. Par contre, il faut être honnête. Comme le dit très bien cette citation de Dame à France, il y a une réalité de terrain à ne pas oublier. Le retour sur investissement, c'est souvent un coût très clair, très facile à calculer, face à des bénéfices qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à justifier avec des chiffres précis. Et c'est justement pour ça qu'il faut un argumentaire en béton armé pour emporter la décision.
Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, parce que la qualité des données, ce n'est pas juste pour nettoyer les erreurs du passé. Non, c'est le carburant qui va alimenter le moteur de l'entreprise pour le futur. C'est ce qui va permettre à toute l'organisation de devenir plus agile, de s'adapter en permanence au changement. Et là, on assiste à un vrai changement de mentalité. D'un côté, on a l'ancienne méthode, l'approche statique, où on aligne l'informatique sur la stratégie une bonne fois pour toutes. Et de l'autre, la nouvelle approche, dynamique, où cet alignement est un processus continu. On apprend, on s'adapte, on se reconfigure en permanence. Et qu'est-ce qui est au cœur de ce nouveau modèle dynamique? La donnée, bien sûr, c'est elle, le moteur. Elle permet un cycle infini. On acquiert de l'information, on la transforme, on la reconfigure, et c'est ça qui crée ce qu'on appelle des capacités dynamiques. Pour faire simple, c'est la capacité d'une entreprise à sentir le vent tourner sur son marché et à réagir super vite. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Pour terminer, regardons comment les meilleures organisations s'y prennent. Et on va voir qu'elles ne font pas que gérer leurs données. Non, elles les gouvernent. Et croyez-moi, la nuance est de taille. Premier exemple concret, BNP Paribas Asset Management. Eux, ils ont choisi une approche lean, super agile. Ils appellent ça un pipeline de cas d'usage. L'idée, c'est d'éviter les énormes projets qui n'en finissent pas. À la place, ils organisent des ateliers très ciblés pour régler des problèmes de qualité bien précis. C'est malin, c'est léger et ça va droit au but. Autre cas très intéressant, celui de la Société Générale. Leur coup de génie, ça a été de connecter directement leur projet de qualité des données à un objectif stratégique hyper important pour eux, l'optimisation du capital de la banque. En faisant ce lien, tout le monde a compris l'intérêt, du sommet à la base, et la valeur ajoutée était évidente. C'est vraiment l'approche la plus intelligente pour garantir le succès. Alors, pour conclure, la question finale, c'est celle-ci. Si les données sont les fondations de l'entreprise, dans quel état sont-elles? Est-ce qu'on a une base en béton armé prête à supporter l'avenir? Ou est-ce que c'est du béton qui se fissure, qui menace de faire s'écrouler tout l'édifice? La réponse à cette question pourrait bien être la différence entre le succès et l'échec demain.